Bien, chers collègues, bonsoir. On va débuter cette séance de conseil municipal. Donc, je vais commencer par effectivement faire l'appel et donc donner les pouvoirs qui ont été attribués. Muriel, merci d'assurer le secrétariat. Alors, donc, Jean-Louis Barba, je suis présent. Philippe Reynaud. Présent. Cécile Dugour, donc, donne pouvoir à Abdoulaye Diagne. Gilbert Pommet. Présent. Lucette Brissot vient de m'annoncer qu'elle serait un peu en retard. C'est vrai que l'horaire était un peu inhabituel, donc du coup, ça a perturbé un certain nombre de personnes. Roland Michalet. Présent. Nathalie Garofalao me donne un pouvoir. Nicolas Gris. Présent. Stéphanie Ugolini devrait nous rejoindre également très rapidement. Rabéa Collier donne un pouvoir à Abdoulaye Diagne. Je rappelle qu'on a toujours la possibilité d'avoir deux pouvoirs, on est toujours sur ces possibilités. Jérôme Chenin donne pouvoir à Gilbert Pommet. Stéphanie Béranger me donne pouvoir également. Karim Amadou. Présent. Muriel Paz. Présent. Thierry Laure donne pouvoir à Gilbert Pommet. Lambert Madeleine. Présent. Abdoulaye Diagne. Présent. Cécile Beau. Présente. David Arias donne pouvoir à Karim Amadou. Hélène Caro. Oui, présente. Alide Duyard devrait nous rejoindre normalement. Julie Lopez donne pouvoir à Madeleine Lambert. Hervé Chanu donne pouvoir à Madeleine Lambert également. Séverine Munoz donne pouvoir à Nathan Gomez. Nathan Gomez, présent. Bruno Pandrol. Présent. Stéphanie Duvernay donne pouvoir à Nathan Gomez. Philippe Perret. Et Marlène Carton donne pouvoir à Bruno Pomerol. Donc Stéphanie Ugolini nous a rejoint sur ces entretiens. Donc nous allons pouvoir attaquer tout de suite le conseil avec l'approbation au premier point du procès verbal de la séance du 25 juin 2021. Alors, attention au petit bruit parce qu'avec le micro, ça s'entend bien. Donc alors, au cours de ce conseil, les points suivants ont été évoqués. Donc l'approbation du PV du 28 mai 2021, le compte-rendu des décisions prises par le maire dans le cadre de ses délégations, le transfert de la compétence plan local d'urbanisme à la CCBD, ensuite l'exploitation de la carrière lieu du temps perdu, donc c'est la conclusion d'une convention de contribution spéciale, l'approbation de l'acquisition par EPORA de parcelles, donc éventuelle rétrocession à la commune. Ensuite, un point concernant le territoire d'énergie 38, TE38, sur les travaux route de Bourgoin. La fixation des durées d'amortissement des immobilisations, puis la fixation des tarifs pour l'année scolaire 2021-2022. Quelques pages. Une décision modificative du budget principal 2021, modification aussi du tableau des emplois permanents, donc création et suppression d'emplois à temps complet et incomplet, modification du temps de travail d'un emploi à temps non complet, création d'emplois non permanents pour accroissement temporaire d'activité, ensuite délibération portant recrutement de vacataires. Ensuite, nous avons vu le contrat de projet création d'un emploi non permanent de chef de projet technique des systèmes d'information. Puis nous avons entendu les commissions et syndicats avant de voir quelques questions et informations diverses. Est-ce que vous avez des remarques sur ce procès verbal? Pas de remarques particulières, donc je soumets à votre approbation. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Le point numéro 2, donc le point numéro 2 de ce conseil concerne les décisions prises donc dans le cadre de mes délégations, donc sur plusieurs sujets.
Donc ça concernait donc une première décision concernait la régie de recettes pour les activités périscolaires et extrascolaires de l'MJC et de l'école de musique. C'était une modification de son acte constitutif pour pouvoir monter le montant maximum de l'encaisse à 20 000 euros. Voilà. Ensuite, on avait la passation d'une convention de prestation de services avec l'association Authentique Compagnie, donc qui a sa prestation qui consiste en coordination technique des activités de la MJ Centre Social, de l'organisation d'événements issus des différents projets, des pôles de l'MJ et de l'accompagnement à la construction de la stratégie du projet de la politique culturelle de la commune de Tino-Jamédier. Ensuite, une passation d'un contrat de maintenance et d'hébergement du catalogue en ligne Microbib avec la société Microbib, donc ça concerne la maison du livre. Et un autre contrat de maintenance et d'hébergement du logiciel Sapatia avec toujours cette même société Microbib. Puis il s'agissait de conclure un bail à ferme avec l'ERL Félix. Voilà, ce sont les différentes décisions qui ont été prises depuis le dernier conseil municipal. Est-ce qu'il y a des remarques à faire sur ces décisions? Pas de remarques particulières? Alors, je vais passer la parole donc à Nicolas, puisque là, on va parler du marais de la Léchère. Oui, c'est une délibération, on va dire, annuelle, puisque c'est le renouvellement de la convention de partenariat que nous avons avec le Conservatoire des espaces naturels. Je vous rappelle que la commune mène des actions sur l'espace naturel sensible de la Léchère depuis 2001. J'en profite pour rappeler que un des principaux travaux qui avait été effectués, c'est de travailler sur l'aspect hydrologique du marais et du coup de lui rendre son aspect zone humide, ce qu'on peut actuellement observer sur le marais. Et on peut aussi se dire que si on n'avait pas fait ces travaux-là, notamment avec la construction du centre commercial, on aurait beaucoup plus de problématiques d'inondation que si on n'avait rien fait. J'en profite aussi pour vous rappeler que la parcelle où se situe le rond-point de M. Bricolage n'est pas gérée par la commune et que les inondations ponctuelles sont liées à un problème d'évacuation d'eau de puits perdus géré par la Place Dauphiné. Voilà. Donc pour cette convention, le but est de se faire aider techniquement par le conservatoire et à ce titre en fait on définit avec eux un nombre de jours d'assistance pour pouvoir nous aider à mener à bien le plan de gestion qui est actuellement en cours. Ce plan de gestion est terminé dans les faits, mais a été prorogé compte tenu de la crise sanitaire et des problématiques de gestion au sein du conservatoire en 2019. Donc, il est prorogé jusqu'en 2021 et on travaillera dans le futur sur un nouveau plan de gestion d'une durée plus longue à terme, mais je vous en reparlerai quand le moment sera venu. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Bien. Pas de questions particulières? Je vous remercie. Voilà, donc ça c'est la continuité en fait de choses qui sont mises en place déjà depuis effectivement que le NS est reconnu comme espace naturel sensible par le département. Donc voilà, ce travail donc il est à faire chaque année. Il y a un travail effectivement qui est lié à ça et donc les conventions sont renouvelées régulièrement. Alors pour approuver donc ce projet de convention et de partenariat d'assistance à la gestion de l'espace naturel sensible du marais de la Léchère pour 2021-2022 et m'autoriser à signer la convention et toutes les pièces qui s'y rattachent, et bien sûr que les dépenses afférentes seront inscrites au budget de la commune. Elles sont déjà inscrites au budget 2021, elles seront inscrites aussi au budget 2022. Pour cela, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant donc, concerne donc les garanties qui sont demandées, comme ça arrive assez régulièrement, qui sont demandées par les promoteurs concernant donc les logements sociaux qu'ils incluent dans leur projet. Je rappelle que
toutes les constructions nouvelles, donc à partir du moment où on a 700 mètres carrés de surface de plancher, doivent présenter 25% de logement social. Donc après, à l'investisseur de voir avec quel bailleur social il veut travailler. Donc voilà. Donc à chaque fois, il demande effectivement à la commune de se porter garant, donc à hauteur de 35%. La communauté de communes, elle, prend aussi donc une garantie à sa charge à hauteur de 35%, et en général, les 30% qui restent sont pris en charge par la caisse de garantie du logement locatif social. Donc voilà. Donc aujourd'hui, ça concerne donc la résidence qui s'appelle Les Jardins d'Adèle, qui est située rue des Quatre Buissons, et donc qui rentre dans le cadre du projet d'acquisition en VFA de 6 logements locatifs. Donc VFA, je rappelle, c'est vente en état futur d'achèvement. Et donc, il concerne 6 logements locatifs dans cette résidence. Voilà, donc vous avez eu dans la note de synthèse tous les éléments techniques, à savoir donc les montants, etc. Donc là, le prêt est à hauteur de, si je ne me trompe pas, de 495, enfin le prêt de 495 564 euros. Et donc, on demande commune de participer donc à cette garantie à hauteur de 35%. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur ce point? Oui. Sur les logements sociaux, en fait, la part des logements sociaux qui est attribuée en fait sur cette parcelle-là. Je voulais savoir si on a nous un regard sur ces personnes qui viennent. Est-ce que nous on peut imposer des personnes monoparentales, des personnes handicapées? Alors, voilà. Si on peut imposer nous notre vision. Je rappelle à ces personnes-là, en fait. La communauté de communes donc a la compétence qui s'appelle PLH, plan local d'habitat, donc qui est inscrite au PU pour nous aussi. Donc effectivement, comme c'est la communauté de communes qui a cette compétence-là, donc c'est elle qui gère les commissions d'attribution. Donc bien sûr avec les bailleurs sociaux, mais bien entendu, nous, on a des dossiers qui sont présentés par les habitants. Ces dossiers-là, bien entendu, on va les présenter aussi à cette commission. Donc, soit la présence de la conseillère en économie sociale et familiale qui est présente à ces commissions. Là, parfois, le directeur de cabinet est présent également. Et également, donc, la conseillère déléguée à l'habitat, donc, qui est donc Julie Lopez, qui est présente aussi à cette commission. Donc, bien entendu, on défend les projets. Par contre, on sait très bien que on a un avis à donner, mais il y a des critères qui sont pris en compte à chaque fois. Les critères, bien entendu, sont étudiés par cette commission. Il y a aussi le préfet aussi qui peut imposer donc un nombre de logements au titre de la préfecture. Donc ça ces logements-là, automatiquement, ils sont attribués au titre de la préfecture. Donc après le reste, bien entendu, les dossiers qui sont priorisés dans le sens où les critères qui sont définis sont remplis. Souvent, alors, ce qui se passe, c'est que souvent les personnes qui sont demandeuses de logements sociaux oublient de renouveler leur dossier. Et ça, c'est souvent ils oublient de le faire et ça les pénalise. Ou souvent, ils ont aussi des critères qui ont été modifiés, donc ils oublient aussi de les préciser. Donc souvent, ils se mettent en difficulté par rapport à ça. Donc l'objectif, c'est bien entendu nous d'essayer de tenir au chaud ces personnes-là, surtout quand elles ont effectivement des besoins pressants. On réussit à mettre, je peux vous dire, on a eu une personne qui était une femme qui était victime de coups. Donc ces personnes-là, bien entendu, c'est des dossiers qui passent en priorité dans ce cas-là. Donc à chaque fois, bien entendu, on est présent à cette commission, mais on n'a pas la main mise sur les décisions. On ne peut que défendre, être présent pour défendre les dossiers qui sont présentés au titre de la commune. Parce que je trouve que c'est normal s'il y a un couple qui habite à Tignieux et qui se sépare et que leurs enfants sont à l'école, que eux sont privilégiés par rapport à des personnes qui sont extérieures à Tignieux. Ma façon de voir les choses, c'est une priorité. C'est une priorité parce que l'enfant, il peut être déstabilisé. Déjà, psychologiquement, c'est dur. Mais après, je trouve que le laisser dans un lieu où il s'y connaît, ça peut être aussi un avantage
pour avoir gain de cause auprès de la commission. Alors, bien entendu, la CESF a rencontré ces familles en général, ou le directeur de cabinet, on a rencontré ces familles pour prendre tous les éléments, bien entendu, qui permettront d'aller dans le sens de leur demande, bien entendu. Par contre, après, la commission, elle a ses critères qui vont... elle va se tenir à ces critères-là, c'est ça la difficulté. Donc, il n'y a pas, je veux dire, il n'y a pas vraiment de passe-droit, c'est-à-dire qu'on va vraiment aller dans la vérification des critères, et à partir de ça, on va faire les attributions. Donc, bien entendu, si on peut proposer aussi, ce qui va se passer, c'est que la commission peut très bien proposer un logement qui va être dans une autre commune. Parce qu'aujourd'hui, on sait que nous, sur notre secteur, on est en pénurie de logements sociaux, ça c'est une certitude. Une certitude. Par contre, sur la partie est du territoire, il y a effectivement des logements sociaux qui sont disponibles sur Montestel, sur Montagneux, voilà. Souvent les familles veulent rester ici, donc après c'est le choix, soit de dire bon je me retrouve avec un logement qui convient, ou je suis obligé d'attendre la prochaine commission, où on va effectivement représenter le dossier. Mais il faudra aussi que la personne, si les délais arrivent à caducité, il faut aussi qu'elle pense à renouveler son dossier. C'est compliqué, je sais, parce que on fait souvent la référence aux communes voisines, qui elles n'ont pas de PLH, et donc qui font les attributions commune par commune. Donc oui, à l'époque, quand on était les seuls attributaires des logements sociaux, c'est plus facile, c'est évident. Encore que c'est plus facile, je dis peut-être une bêtise, parce que suivant certains bailleurs sociaux, aujourd'hui, la plupart de ceux qu'on a sur le secteur, ça se passe plutôt bien. Par contre, on a eu un bailleur social sur lequel on ne pouvait absolument pas présenter le dossier. Donc ça, c'était plutôt problématique, quoi. Donc celui-ci, on l'a évité pendant chaque fois, pendant très longtemps. En tout cas, on ne le préconisait pas auprès des investisseurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette demande de garantie? Pas d'autres questions? Donc je soumets à votre approbation. Donc pour effectivement participer au titre de la garantie sur ces logements sociaux, donc je n'ai peut-être pas dit, mais ils sont au nombre de 6. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Alors le point suivant revient sur le même sujet, sachant que ils ont été obligés de faire ce prêt sur deux temps, sur deux formats différents, on va dire. Ce que j'ai oublié de dire, par contre, c'était que le bailleur social, c'était Alpizère Habitat. Donc Alpizère Habitat, c'est l'ancien OPAC 38. Donc c'est un bailleur social quand même qui a pignon sur rue. Donc on n'a pas trop de soucis quand on engage des garanties auprès de ce type de bailleur. Il n'y a pas de problème. C'est vraiment des formalités, je ne vais pas dire juridiques, mais quasiment uniquement ça. Donc là, ça concerne toujours ces 6 logements, mais donc cette fois-ci, on est sur un prêt de 90 000 €. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, donc je soumets à votre approbation. Donc pour ce deuxième prêt à garantir, à hauteur de 35% toujours, y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant concerne la modification du règlement intérieur des accueils périscolaires. Alors là, on vous a mis sur votre table la dernière mouture parce qu'on a retravaillé. Vous savez qu'on a eu quelques soucis sur le mois de juin, donc en particulier sur l'accueil au niveau de la restauration scolaire, mais aussi sur l'accueil de loisirs. Ça peut être aussi une difficulté. Donc voilà, donc il a fallu qu'on retravaille vraiment ce règlement de manière qu'on puisse appliquer quelque chose de nouveau dès la rentrée de septembre. Alors je sais que des services ont travaillé un petit peu en contrepartie de la commission, mais on avait au niveau des délais, c'était très compliqué de pouvoir
de pouvoir passer à ce conseil si on était passé par le biais de la commission, c'était un peu juste au niveau de délai. Donc du coup, voilà, on vous présente quelque chose ce soir. On peut très bien prévoir dès ce soir une clause de revoyure pour, on va dire, au moment des vacances de Toussaint, si vraiment le fonctionnement qui est proposé ne convenait pas. Voilà, entre-temps, ça permettra à la commission de travailler sur ce point si jamais il y avait des difficultés encore qui se présentaient. Voilà. Je laisse Stéphanie peut-être vous présenter tout ça. Donc du coup, le pôle enfance du centre social a en charge d'organiser les accueils périscolaires de la commune sur les 2 groupes scolaires de chacun des quartiers. Donc au village, on a l'école Mathis Renoir qui est l'élémentaire et Dufy la maternelle, et à l'école La Plaine, Marie Cassatt qui est la maternelle et Marie-Laurencin qui est l'élémentaire. Ces accueils se déroulent le matin avant l'école, le midi avec les temps de restauration et le soir après l'école. C'est également le pôle enfance qui organise des accueils extrascolaires pour les enfants âgés de 3 à 11 ans les mercredis et pendant les vacances scolaires. Ces services sont déclarés auprès de la direction départementale de la cohésion sociale, font l'objet d'une convention de financement auprès de la Caisse d'allocation familiale de l'Isère via une prestation de service ordinaire, mais également dans le cadre d'un contrat enfance-jeunesse via une prestation de service enfance-jeunesse. Ils intègrent le projet éducatif de territoire, donc le PEDT, et sont labellisés Plan Mercredi dans la prolongation de la mise en place d'étapes, donc les temps d'animation périscolaire. L'objectif de ces temps d'accueil est d'en faire des temps éducatifs à part entière, de ne pas être une simple garderie. Les animateurs sont dans leur grande majorité diplômés à minima du BAFA et ont des temps de préparation hebdomadaire des activités qu'ils proposent aux enfants. Devant l'augmentation de la demande des familles pour fréquenter ces accueils, une mise à jour du règlement qui cadre leur fonctionnement s'avère être primordiale. Donc les principales mises à jour sont la modification du délai d'annulation et de réservation de présence sans facturation, notamment pour la restauration scolaire. Ce délai passe à 4 jours ouvrés. Il devrait ainsi permettre de donner plus de latitude au pôle enfance pour répondre aux besoins urgents et ou ponctuels des familles. Entretien professionnel, rendez-vous médical, reprise d'emploi, etc. Deuxième changement, la suppression de la priorisation des enfants dont les 2 parents ou la personne en ayant légalement la garde exerce une activité professionnelle ou suivent un stage de formation dans les conditions d'accès aux services. La prise en compte de la révision des tarifs validée lors du conseil du 25 juin pour la rentrée de septembre 2021 afin de s'adapter à l'augmentation du coût de la vie depuis 3 ans. Il est donc proposé au conseil de valider la mise à jour telle qu'exposée du règlement des accueils organisés par le pôle enfance. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, vu le code général des collectivités territoriales, considérant que devant l'augmentation de la demande des familles pour fréquenter ces accueils, une mise à jour du règlement qui cadre leur fonctionnement s'avère être primordiale. Vu le projet de règlement intérieur, décide d'approuver le nouveau règlement intérieur des accueils périscolaires matin-soir, pause méridienne, dont un exemplaire est annexé à la présente. On dit que le présent règlement prendra effet à compter de la rentrée scolaire 2021-2022. Avez-vous des questions? Je t'écoute. C'est pas une question, c'est une réflexion parce que la suppression de la priorisation des enfants, on sait que ça peut. En fait, il n'y a pas de débat à avoir là-dessus puisque c'est légal. Enfin, c'est pas légal, donc. C'est pas légal, mais au-delà de ça, les services ont fait un gros travail avec la commission pour trouver des places supplémentaires, ouais. Et que donc a priori, j'espère qu'on va pallier à ce manque de places-là et que donc il y aura plus de priorité à donner puisqu'on sera en capacité d'accueillir toutes les demandes. C'est ça. C'est ça, c'était l'objectif. C'est ça. Donc oui, effectivement, déjà le premier point, c'est que le fait de donner une priorité aux familles qui travaillent, donc c'était discriminant. Donc à partir de là, on pouvait très bien nous faire ce reproche-là. Donc on supprime ce point-là. Et effectivement, donc les services ont travaillé. On peut d'ores et déjà, peut-être je vais laisser Stéphanie parce que c'est quand même son bébé. Donc expliquer comment ça va se passer à la rentrée scolaire pour effectivement pallier aux différentes problématiques qu'on a connues donc au mois de juin. Ouais, du coup, les services sont bien bossés pour ça et on va utiliser la salle des fêtes pour avoir des places supplémentaires. Donc, on est parti sur le cycle 3. Donc CM1, CM2 du village et de la plaine, avec un transport qui est collectif qui amènera les enfants. Donc
voilà, on gagne entre 36 et 50 places supplémentaires au niveau de la cantine. Jusqu'à 56 places. Voilà, jusqu'à 56 places. Donc voilà, on espère satisfaire les demandes des familles. On sait que voilà, c'était un peu tendu et puis aussi permettre aux services d'être un peu plus souples parce que c'était aussi tendu pour les services que pour les parents finalement. Donc voilà, c'est un coût supplémentaire pour la commune puisqu'il va falloir avoir des animateurs supplémentaires et avoir un transport qui permette d'accéder à la salle des fêtes. Donc voilà, c'est un vrai effort de la commune et ça a été vraiment un travail qui a été fait très rapidement. Alors je sais qu'on a pu nous reprocher de le faire juste avant la rentrée, avant les vacances, que les parents étaient inquiets. Mais vraiment, enfin, ils ont bossé dur et rapidement, efficacement pour trouver cette solution-là. Et je remercie également voilà, les collègues élus qui ont mis aussi la priorité sur cette pause méridienne et pour pouvoir répondre aux parents. Donc voilà, merci aux collègues parce que je sais que c'est un effort qui est fait d'un côté pour répondre à certains projets de l'autre. Donc voilà, merci aux services et merci aux élus. Alors peut-être on va expliquer aussi le pourquoi de ce choix, hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas non plus complètement anodin. Non. On avait des effectifs qui étaient limites sur les deux écoles, donc si on avait voulu garder des restaurants scolaires sur place, il aurait fallu rajouter des bâtiments modulaires. Sur le village, ça aurait été un peu compliqué parce que la proximité de la salle de restauration, mettre un bâtiment modulaire, la proximité du triolet, ça aurait été peut-être un peu compliqué. Les coûts étaient tout aussi importants qu'un transport dans ce cas-là, donc ce point-là il était un petit peu problématique. Et puis surtout, on s'est surtout dit qu'on avait une cuisine qui était équipée, puisque c'est la cuisine qui sert pour le centre de loisirs pendant les vacances. Donc cette cuisine est équipée à la salle des fêtes. Donc on a rencontré le principal et les professeurs de PS qui sont les principaux utilisateurs de ces locaux. Donc on a vu avec eux comment on pouvait s'organiser pour ne pas trop les pénaliser, mais qu'on puisse aussi nous avoir cette latitude. Parce qu'aujourd'hui, donc sur le temps méridien, en tout cas, on va pouvoir bénéficier de la salle des fêtes. Donc s'il y a besoin, on peut étendre encore le nombre de rationnaires au-delà des 56, puisque on peut avoir accès à la salle des fêtes quasi en totalité si besoin. Voilà. Donc il y a une possibilité. On sait que ça sera du provisoire parce que l'objectif c'est bien entendu la troisième école avec une salle de restauration qui permettra aussi de diminuer l'engorgement sur les deux autres salles de restauration des deux autres écoles. Donc voilà, l'objectif il est quand même d'être à terme de supprimer et que les enfants restent bien sur leur lieu de scolarité pour aussi s'y restaurer. Voilà. Donc là, on organisera le transport, bien entendu, et donc on fera signer sans doute des décharges comme le font les enseignants pour les transports scolaires. Donc on fera signer des autorisations par les parents pour que les enfants puissent être transportés. On aura sans doute un système de rotation, que ce ne sera pas toujours les mêmes élèves de CM2, CM1, CM2, ce sera plutôt cycle 3. Hein. Donc le CM1, CM2 qui soit transportés. Donc il y aura peut-être une rotation organisée, on verra ça avec les enseignants. Voilà. Donc la solution nous paraît la plus pertinente, en tout cas à l'heure actuelle. Voilà. Si je peux rajouter, ça va permettre aussi la mixité entre le village et la plaine. C'est quelque chose qui était assez important pour tout le monde, il me semble. Mais pour moi, la mixité a toujours existé. Le mercredi, c'était toujours à la plaine. Pour moi, là, c'est pas. Oui, mais du coup, oui. Elle a toujours existé, la mixité. Après, moi, ma deuxième question, c'est le nouvel agent qui sera embauché. Il sera sûrement, mais les dépenses seront sûrement compensées sur le nombre d'enfants, en fait. Alors, si il y a une trentaine d'enfants de plus, alors je sais pas combien vous avez prévu. Mais en fait, le prix de revient d'un repas n'est pas le prix payé par les parents. Donc, dans tous les cas, on aura toujours des suppléments. Ça coûtera toujours des sous à la commune. C'est un service. C'est un service. C'est pas une. Je crois, disons. Je crois qu'on avait dit ça du temps de max. Ça revient plus de 10 euros. Voilà. Juste un point de méthode. On est en vision directe. Parlez les uns après les autres, sinon ceux qui nous écoutent ne comprennent rien du tout.
En fait, ça compensera pas en fait la totalité des dépenses des animateurs. En fait. D'accord. En fait, on est soumis au taux d'encadrement aussi. Hein. C'est-à-dire pourquoi on a fait des multiples de 18, hein, parce que c'est un animateur pour 18 enfants. Donc sur le temps périscolaire, donc, et le temps de restauration, donc on fera des multiples de 18 pour organiser ce point de restauration supplémentaire. Alors logiquement, hormis le personnel de restauration qui nécessitera sans doute plus de personnes, par contre, au niveau animation, on ne devrait pas avoir besoin de plus de personnes parce que admettons les 18 enfants qui seront là-bas, s'ils avaient été dans les écoles, il aurait fallu l'animateur quand même. Hein, c'est plus par rapport au personnel de restauration, on aura peut-être besoin d'une personne en plus. Il y a d'autres remarques À quel moment les familles vont être informées que leur enfant est pris en restauration scolaire, en périscolaire, le mercredi quand ils vont s'inscrire à partir de fin août. Les inscriptions vont avoir lieu en ce moment? Non, aujourd'hui c'est les intentions. Ils remplissent le dossier familial unique, où ils mettent leur vœu, hein, entre parenthèses, et donc les inscriptions seront ouvertes fin août. Je ne sais plus la date exacte. Donc, il faut que les familles refassent une deuxième inscription, alors. Là, il faut qu'elles s'inscrivent par Internet. Ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. C'est pas une inscription, c'est, en fait, on nous crée les droits pour pouvoir accéder à la plateforme d'inscription. C'est ce qui se fait en ce moment. On remplit tous les papiers. Ouais. Et après, à la date de fin août, les parents doivent faire les inscriptions, réelles pour toutes les activités, périscolaires et cantines, en fonction de leurs besoins. Ça aussi, c'est un changement pour cette année, mais c'est aussi lié à cette priorisation des deux parents qui travaillent. Aujourd'hui, comme l'accès est ouvert à tous, on est obligé d'ouvrir à tous. Donc là, on remplit les dossiers famille unique en ce moment. On avait jusqu'à aujourd'hui pour le rendre au service éducation jeunesse. Je suis passée à 15h30. On est loin du compte, les parents, j'en profite parce que je suis en visio, donc j'en profite, mais voilà, les parents sont loin d'avoir ramené tous les documents nécessaires à l'ouverture de droit. Et vraiment, si les dossiers ne sont pas amenés, ne sont pas rapportés, Eline, elle n'ouvrira pas l'accès aux inscriptions de périscolaires et cantines. Enfin, voilà. Oui, il y aura un décalage. Il y aura un décalage. Donc les familles seront prévenues par Evelyne qu'il faut qu'ils valident l'inscription informatiquement fin août. Oui, alors ils le savent déjà, parce que quand on a fait l'essai le 6 juillet... Les inscrits ne sortent pas forcément. Moi, ma fille, elle ne savait pas que fin août, il fallait qu'elle Elle a déposé un dossier papier. Ouais. Mais elle ne sait pas que fin août, il faut... Il faudra que Evelyne... Mais normalement, Evelyne en renvoie un mail... à tous les parents. C'est ce que j'avais demandé comme confirmation. Ça veut dire qu'avant, quand on avait un enfant qui allait 4 jours par semaine à la cantine, au mois de juillet, on rendait le dossier et on avait une place permanente. En fait, on n'avait pas besoin d'inscrire tous les jours notre enfant à la cantine. Maintenant, ça veut dire que fin août, il va falloir aller faire une demande d'inscription pour toute l'année. C'est ça. Sur les jours. Alors, je confirme. Moi, quand on m'a répondu, Emeline m'a dit, je vous confirme que j'ai bien votre dossier est complet. Pour l'instant, on n'a pas d'informations sur comment ça va se passer à la rentrée. C'est quelque chose qu'il faut prévoir. Donc ça pose deux questions. Autant c'est facile pour ceux qui ont déposé leur dossier qu'Emeline leur fasse un mot en disant attention, vous devez je sais pas, au 20 août rentrer sur. Par contre, ceux qui l'ont pas déposé parce qu'ils le savaient pas, ou ceux-là, comment on les joint? Non. Pour le dossier famille, ça a été mis sur le site de la mairie, ça a été mis sur le TJ Info, ça a été mis sur les réseaux sociaux, et Emeline a envoyé un mail à tous les parents qui étaient déjà inscrits. Donc logiquement, tout le monde est au courant, en tout cas pour le dossier famille unique. Maintenant, l'information pour l'inscription de rentrée, je vais voir avec les services. Pour préciser s'il faut refaire une information auprès des familles. Il faut se aussi verser l'euro, c'est ça? C'est ça. Oui, mais il faut avoir un code. Ma fille n'a pas de code. Mais parce que Emeline, les inscriptions étaient jusqu'à aujourd'hui.
Donc elle était dans la clôture. Donc Emeline va envoyer avec un code et même tu le reçois par courrier. Donc, je pense que les informations seront données à ce moment-là. Oui. Mais du coup, les fins le délai de dossier famille était aujourd'hui, donc il faut laisser aussi à Emeline le temps de. Oui, c'est ça. Donc ça date du 10 mai jusqu'à aujourd'hui, et là après Emeline elle va faire les mails de. Pour rester un petit peu sur cette problématique des inscriptions, on a fait, comme on avait eu des problèmes. Alors ça, c'est des inscriptions qui étaient liées plus par rapport au centre de loisirs, mais qui peut être lié aussi par rapport à cette période d'inscription en restauration. On a revu avec le prestataire parce qu'on a eu des soucis de bugs, un peu systématiques depuis quasiment 1 an et demi. À chaque période de vacances, on avait un bug général qui fait que les familles ne pouvaient pas s'inscrire. En tout cas, c'était très compliqué. Donc, on a retravaillé avec le prestataire qui nous a garanti qu'on allait avoir tous les canaux ouverts pour que ça puisse fonctionner. Donc, on a quand même voulu faire un test grandeur nature, c'est-à-dire au mois de juillet, je ne sais plus quelle date, c'était peut-être le 6 juillet, quelque chose comme ça. Donc, on a demandé aux familles de participer à ce test. On a eu plus de 250, c'est ça, oui, 250 familles qui ont répondu favorablement à ce test. Donc, et là, donc, ça a fonctionné pour les gens qui passaient par Internet sur leur portable, enfin sur leur ordinateur. Par contre, ceux qui passaient sur les applications, donc téléphone ou tablette, il y a eu des problèmes. Donc, en fait, on s'est rendu compte que là, il y avait un problème à notre niveau, mais au niveau de Berger-Levrault aussi, du prestataire. Donc, on va résoudre ce problème-là, de manière que les gens qui vont vouloir s'inscrire par l'intermédiaire des applications mobiles puissent le faire sans problème. Voilà. Donc, c'est en cours de résolution. On y arrive, mais c'était un peu compliqué avec le prestataire parce qu'il n'a pas répondu toujours très rapidement et forcément aux questions qu'on posait. Et du coup, je vais rajouter, on a demandé au service que si vraiment il y a un bug le jour des inscriptions, on reporte au lendemain. Voilà. On arrête tout. On arrête tout et on reporte au lendemain parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas accès à l'ordinateur ou à le portable sur leur travail, qui prennent un temps de pause d'une demi-heure pour faire leur inscription. Et voilà. Ensuite, c'est galère si on le reporte à 12h30, ils n'ont pas forcément le temps. Donc là, on arrête tout et on recommencera le lendemain matin à 8h30 et un mail sera envoyé du service éducation jeunesse. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de bug. Voilà. Le prestataire a fait les modifications de son côté. Nous, on fera les nôtres aussi de notre côté. Et donc, logiquement, ça devrait fonctionner. On croise les doigts, mais ça devrait fonctionner. Ça veut dire que toutes les familles qui veulent s'inscrire, elles auront une possibilité de s'inscrire. Il n'y aura personne sur le carreau, en fait. Logiquement, la conclusion, c'est ça, en fait. C'est quelque chose dont il n'a jamais été question, en fait. Oui, je le redis encore une fois. C'est pas ça que alors j'ai mal exprimé. À partir du moment où on met un service en place, on doit pouvoir effectivement accueillir. Par contre, moi, après, je peux être confronté effectivement à des problèmes de responsabilité par rapport à la sécurité. Et ça, je ne peux pas engager ma responsabilité par rapport à la sécurité. Si la salle est trop petite pour accueillir, je ne peux pas dire je peux mettre 20 gamins, je ne peux pas en mettre 22. S'il y a un problème, je sais très bien que les parents ne vont pas faire de cadeaux. Donc voilà. Donc moi, je ne vais pas faire de cadeaux non plus dans l'autre sens parce qu'à un moment donné, la commission de sécurité, c'est qu'il y a tant de personnes sur cet espace, 600 personnes, il n'y en a pas une de plus. Donc là, on a trouvé une solution qui nous laisse un peu de latitude. Voilà, on va voir comment ça fonctionne. Avec les délais aussi qui ont été modifiés, donc de rétractation ou d'inscription. Donc, on va faire déjà une première analyse jusqu'aux vacances de tout ça, et on verra si il faut encore modifier le règlement pour que ça fonctionne encore mieux. C'est pour ça qu'il était important que toutes les familles déposent le dossier famille unique aujourd'hui pour qu'on ait une visibilité du nombre d'inscrits pour la rentrée. Mais vraiment, je vous assure, je voudrais pas dire de bêtises, mais je pense qu'il y a au moins un peu plus d'un tiers qui sont en attente. Donc du coup, il nous manque aussi de la visibilité. Donc on le fait souvent à la dernière minute, mais voilà, c'est peut-être une question de communication, quoi, parce que je suis pas sûre que tout le monde ait compris qu'il y avait un dossier papier et un dossier internet. Non, mais il y a un dossier famille unique. Oui, un seul dossier.
qui a été mise sur les réseaux sociaux, sur le TJ Info, Emeline, elle a envoyé, enfin, le service éducation jeunesse a envoyé un mail à tous les parents. En fait, c'est quelque chose que tu remets à jour tous les ans. C'est le quotient familial, c'est le justificatif de domicile, c'est les vaccins, c'est l'assurance scolaire. Enfin, voilà, ce sont des informations qu'on donne tous les ans pour l'inscription de nos enfants. C'est juste mettre à jour ton dossier famille unique ou le créer en cas de nouveaux... J'en profite aussi pour préciser qu'on va modifier notre mode d'information auprès des familles. Aujourd'hui, on passait par le mail. Or, le mail, on s'est aperçu que en envoi en nombre, ça arrive très souvent l'indésirable. Donc, souvent, les parents ne voient pas. Maintenant, j'ai déjà vu une mail, etc., etc. Donc là, on va passer aussi par le système du texto, hein, tout simplement, qui sera beaucoup plus efficace à notre avis. Voilà. Donc, on peut dire en résumé qu'après avoir traité la partie qualitative avec le changement de prestataire au niveau des repas, après avoir traité la partie quantitative avec un certain nombre de places, et après avoir mis en place des solutions pour l'organisation, je pense que depuis un an, il y a un beau travail qui a été fait autour de la cantine. Oui, après, le mois de septembre s'annonce sous de bons auspices avec la nouvelle organisation. On espère. C'est bien, voilà, c'est bien de faire la synthèse et de le dire parce qu'au moins ça permettra à tout le monde de dire qu'on va repartir sur de bonnes bases et que les enfants mangeront bien, seront bien assis. Voilà. Et on devrait être à quasiment encore pas loin de 1000 élèves à la rentrée scolaire. On espère seulement que les 1000 ne décideront pas de manger au restaurant scolaire. De l'attitude. Un peu d'attitude, au moins quelques mois. Prendre de l'attitude. Bon, est-ce qu'il y a d'autres remarques ou points qui nous interpellent sur ce sujet? Donc, je rappelle, si vous le souhaitez, on peut prévoir effectivement une clause de revoyure à l'issue des 7 semaines, par exemple, de fonctionnement à la rentrée jusqu'aux vacances d'automne, et puis voir si le fonctionnement convient ou s'il y a besoin d'y apporter encore d'autres modifications. Donc, pour approuver ce nouveau règlement intérieur des accueils périscolaires matin, donc soir et pause méridienne, donc qui prendra effet donc à la rentrée 2021-2022, qui a ajouté cette clause de revoyure au bout des 7 semaines de fonctionnement donc, sur la première période scolaire. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, je vais laisser la parole toujours à Stéphanie qui concerne donc la création d'un lieu d'accueil parents-enfants. Oui, en fait, c'est suite à la cabane Ulostic qui accueille les parents et enfants autour du jeu. De la rencontre et de la discussion, ça faisait 16 ans qu'elle était en fonction. Elle a été agréée lieu d'accueil enfants-parents par la CAF. Elle allait sur 3 territoires. Et en décembre 2020, la commune de Tilleux-Jamézieux reçoit un courrier de la présidente de la cabane Ulostic annonçant l'arrêt, dès janvier 2021, de ses accueils. Donc, par cet écrit, elle informe la commune de difficultés rencontrées par l'association, son impossibilité de poursuivre cette action et son espoir de voir ce temps dédié à la parentalité repris par la municipalité. Lors de la rencontre entre les élus, l'équipe de direction de la commune de Tilleux-Jamézieux et les conseillères de territoire Vallon de Finois de la CAF de l'Isère, le centre social est missionné pour déterminer la pertinence, donc le lien avec le projet famille et l'ACF qui sont les animations collectives famille, de l'ouverture d'un nouvel lieu d'accueil enfants-parents et d'en construire le projet. Donc un lieu d'accueil enfants-parents est un espace convivial qui accueille de manière libre et sans inscription de jeunes enfants âgés de moins de 6 ans accompagnés de leurs parents ou d'un adulte référent. À travers les jeux et les discussions, les enfants et les parents se rencontrent. C'est un espace de partage et d'écoute où chacun, chacune peut s'enrichir du vécu de l'autre, de son expérience de la parentalité. Dans ce lieu, les familles sont au cœur de toutes les attentions. Les parents peuvent y cultiver leurs propres ressources, se questionner sur les différentes étapes du développement de leur enfant. Dans ce lieu, avec l'accompagnement sécurisant des accueillants, la parentalité se construit, se renforce. Des problématiques peuvent se désamorcer qui, sans prévention et attention précoce, auraient pu se cristalliser et devenir de véritables troubles avec le temps.
Pour la CNAF, les LAEP ont pour mission d'offrir un soutien et un accompagnement à la parentalité. Leur développement permet de porter une attention particulière aux familles les plus vulnérables et aux familles monoparentales. Pour être agréé lieu d'accueil enfants-parents par la Caisse d'allocation familiale et bénéficier ainsi d'une prestation de service, la structure candidate doit respecter certaines conditions édictées par la Caisse nationale d'allocation familiale et les CAF dans les départements. Donc, les conditions générales d'accueil d'après la circulaire 2015-011, accueil d'enfants de moins de 6 ans avec leurs parents ou un adulte référent dans un espace convivial de jeux libres, 2 accueillants minimum par accueil, accueillants formés à l'écoute et à l'accueil en LAEP, mise en place de temps de supervision et ou d'analyse de la pratique, pas de posture de thérapeute ou d'expert pour les accueillants, anonymat et confidentialité, accès volontaire, libre et sans inscription, gratuit ou avec une participation modique pour les accueils. Pour assurer le déroulement opérationnel de ce projet, des agents déjà en poste au sein du centre social sont d'ores et déjà mobilisés. L'implication de ces agents, en plus de créer une émulation au sein de l'équipe sur les questions de la parentalité, permet de limiter les charges inhérentes au projet. En fait, juste pour remettre, on avait Bulder qui était en place, donc qui n'est pas un lieu d'accueil enfants-parents défini par la CAF parce qu'on n'avait pas fait la demande, enfin rien n'avait été fait. Et quand on s'est rencontrés donc avec les conseillères de la CAF et Monsieur le maire, le directeur de la MJ Centre Social, et que la cabane holistique nous a sollicité, ben voilà, on a juste transformé le Bulder en lieu d'accueil enfants-parents, et du coup ça coûte pas plus cher à la commune. On reste entre les prestations de services de la CAF et ce qui avait déjà été mis en place avec la référente famille. Et, du coup, ça ne coûte rien à la commune et ça permet voilà, d'avoir une continuité de la cabane holistique. Donc voilà, la municipalité reprend ce projet-là. Donc il y a effectivement les subventions de la CAF qui sont liées à ce dispositif, mais au bout d'une année de fonctionnement, on peut aussi avoir des aides de la part du département. Donc qui sont une prestation équivalente à 100 € par séance dans la limite de 7 600 € annuels. Donc, c'est déjà une somme non négligeable. Si on fonctionne quasi à plat, c'est déjà cette somme à peu près qui est garantie. Voilà. Mais ça sera au bout d'une année de fonctionnement que le département se positionnera pour effectivement apporter cette subvention. Y a-t-il des questions? Ouais. Dans le détail, en fait, ça c'est prévu pour quand? C'est déjà en place. C'est déjà en place. Ouais. D'accord. Là, c'est le mardi matin et le jeudi matin de 9h à midi. D'accord. Je n'ai pas d'autres questions. Ok. Alors en fait, on a juste labellisé auprès de la CAF un fonctionnement d'une activité qu'on avait déjà au centre du centre social. Voilà. On peut passer au vote. Pas d'autres questions ou remarques. Donc, alors, pour approuver cette création d'un lieu d'accueil par enfant dans les locaux du centre social, et pour un démarrage prévisionnel en septembre 2021, donc de manière officielle, de m'autoriser donc à engager toutes les démarches et de signer tous les documents de nature à mettre en œuvre cette présente décision. Est-ce qu'il y a des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant concerne donc des remboursements d'inscription annuelle à la MJC pour 2021. Donc voilà, suite, comme vous le savez, suite à la pandémie, donc il y a des activités, des habitants qui s'étaient engagés, alors des habitants ou des personnes extérieures à Tignieux qui s'étaient engagés sur des activités au sein de la MJ Centre Social, donc qui n'ont pas des activités qui n'ont pas forcément eu lieu. Donc on leur avait proposé à ces usagers, donc soit de reporter le montant de l'inscription sur une inscription pour l'année 2021-2022, soit de bénéficier d'un remboursement. Donc le choix de certaines familles, donc 72 usagers en l'occurrence, a été de demander un remboursement. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc, par contre, il faut prendre des délibérations puisqu'il y a une partie financière qui est engagée. Donc 72 usagers qui demandent le remboursement de leur adhésion, enfin de leur cotisation, pardon. Donc ce qui représente à peu près 5 250,98 €. Voilà. Exactement. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Pas de questions particulières.
Alors ça veut pas dire que c'est pas forcément des gens qui vont pas se réinscrire. Ça veut dire peut-être qu'ils vont attendre un petit peu de voir comment ça se passe en septembre pour éventuellement se réinscrire à nouveau. Donc pour m'autoriser à rembourser ces adhérents donc au regard de la situation invoquée, de signer tout document si rapportant, il y a des objections, des abstentions. Je vous remercie. Je laisse le point suivant à Philippe, qui va nous parler emploi. C'est la suite directe de ce qu'on vient de voir tout à l'heure, dans la mesure où on fait un troisième lieu de restauration. On est obligé d'y mettre, parce que c'est la moindre des choses, d'y mettre du personnel spécifique, parce qu'on n'aura plus la possibilité de le faire avec uniquement le personnel restant. Alors c'est un peu contradictoire à ce que j'ai dit la dernière fois, puisque la dernière fois on avait déjà voté un tableau provisionnel, mais comme on n'avait pas intégré cette donnée-là, il faut le compléter. Et donc vous avez donc deux entrées, une en adjoint technique pour les écoles avec 2 temps non complets, et une autre sur l'enfance-jeunesse en animation avec 3 temps non complets, sachant qu'à l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas encore fini l'analyse fine, ça va dépendre effectivement du nombre d'enfants potentiels qu'on va avoir, de savoir comment on va mixer les choses entre les deux groupes. Donc tout ça, ça va se faire. Mais au moins là, on aura l'autorisation d'embaucher. On pourra assurer dès le début de l'activité que les personnels seront en place. Et si vous votez cette proposition, voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Écoutez, on peut mettre au voix. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? S'abstiennent, je vous remercie. Le point suivant concerne la fixation des tarifs de la saison culturelle 2021-2022. Oui, alors donc on a repris avec la commission l'ensemble de la problématique, sachant qu'on n'a jamais pu arriver encore à faire une saison pleine. On a même fait un quart de saison. Donc chaque fois, on avait estimé les tarifs. Voilà, donc on propose simplement de maintenir ces tarifs, c'est-à-dire on a 5 tarifs différents de spectacles en fonction de la. Il ne faut pas que je dise laquelle est tout spectacle parce que c'est faux. En fonction du prix du spectacle, c'est pas parce qu'on fait un spectacle est cher qu'il est de bonne qualité et réciproquement. Voilà, donc on a 5 tarifs et les tarifs réduits qui vont avec, et donc on propose simplement en 2021-22 de garder exactement les mêmes tarifs, ne serait-ce que parce qu'il y a des gens qui ont déjà leur billet, qui ont demandé le remboursement de leur billet, et ça aurait été compliqué de modifier les tarifs en cours de route. Ça, c'était un peu plus compliqué. Donc, et avec la commission, on a proposé de garder le pass famille pour les spectacles enfants. Donc il y a 4 événements dans lesquels il y aura le pass famille. Ça veut dire qu'en fait on achète 2 adultes, 2 enfants d'un coup, et puis on paye moins cher. Et puis on est revenu sur le mode de dégressivité que l'on avait trouvé la dernière fois. C'était un peu compliqué, et là on a proposé quelque chose qui nous semble, on verra à l'usage comment ça va se passer, qui semble beaucoup plus simple, c'est-à-dire que sur l'ensemble des spectacles que l'on met à la vente dès le début du mois de septembre, eh bien lorsqu'on prend 3 spectacles, quel que soit le spectacle, on a un abattement de 5%. Si on prend 5 spectacles, alors on est bien d'accord, il s'agit de spectacles différents, il ne s'agit pas de prendre 10 fois le même, lorsqu'on prend un abonnement à 3, on a 5%, un abonnement à 5, on a 10%, et un abonnement à partir de 7, on a 20%. Voilà. C'est simple. Quand les gens, normalement, vont cliquer sur leur ordinateur, eh ben, la réduction se fera automatiquement. Et quand on devra rembourser, parce que faut aussi se dire que on a encore une chance l'année prochaine, ou une malchance, je ne sais pas, d'avoir encore un des variants, je ne sais lequel, qui nous pose problème, eh bien, on pourra rembourser sans que c'est pas nous, mais sans que le receveur ait à se casser la tête pour savoir comment il recalcule lorsque on a pris plusieurs places et que les places sont pas au même prix. Voilà. Donc là, c'est simple, c'est un pourcentage. Voilà, ce qu'on vous propose, c'est donc le changement, non pas sur le montant des spectacles. L'objectif, c'est quand même que les gens puissent venir au spectacle sans que la barrière financière ne soit trop élevée. Et donc des abonnements qui permettent d'avoir des tarifs préférentiels
Voilà. Donc, si vous en êtes d'accord, eh bien, vous avez la totalité des propositions qui sont faites sur votre ordre du jour. Est-ce que vous avez des... Oui, vas-y. Je voudrais juste reconfirmer, parce que pour moi, c'est pas explicitement clair au niveau de la délibération. On est bien d'accord que c'est abonnement à partir de 3, à partir de 5 et à partir de 7. C'est-à-dire que la réduction de 5%, elle s'applique pour 3 et 4 spectacles. C'est ça. Voilà. C'est ça. C'est pas limité à 3, limité à 5 et limité à 7. Non, c'est 8, 9, on est aussi 3, sur 4, 5, 6, 7 et 8. Le retraité, il ne pourrait pas avoir un prix directement à 10%. C'est le retraité. réduit. Ah, c'est déjà réduit. Oui, déjà. Et la date réduite. Donc, par exemple, un retraité qui prend 3 spectacles, Ouais. il a moins 5% sur son tarif. Voilà. Donc, il cumule. Oui, ça s'applique au prix. Voilà, donc nos tarifs réduits, c'est une entrée normale et après, celui qui en prend plus, il a le même avantage que les autres. On a relevé le niveau, c'est 75 ans. Qu'est-ce que l'image matinale? Ah, le titre retraite, c'est pour ça. Oui, c'est ce que c'est. 70. C'est en fait, c'est les personnes qui ont droit. Alors qui ont droit à leur projet. Donc là-dessus, est-ce qu'il y a d'autres questions sur... Bon, écoutez, on va passer au vote. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui sont contre cette proposition de tarif? Ils s'abstiennent. Je vous remercie. Comme ça, Célia va pouvoir nous sortir définitivement le petit programme. Et on pourra l'avoir en temps voulu. En tout cas, j'espère pour tout le monde quand on va profiter des spectacles. Je peux vous dire, je pense que tous ceux qui ont à la commission sont d'accord avec moi qu'on a des spectacles de qualité, vraiment. Donc je vous redis que normalement la présentation de la saison, elle sera le vendredi 10 septembre. 10 septembre. 10 septembre, je ne sais pas pourquoi mon truc dit octobre, mais 10 septembre, voilà, je crois qu'il faut faire le vendredi 10 septembre avec une présentation qui sera pour la population, donc avec des gens, peut-être, j'espère, plusieurs qui seront sur scène, et autrement un montage audio comme on a fait l'année dernière. Et puis, le premier spectacle, si je ne dis pas de bêtises, ce sera le 24 septembre et ce sera Le Fils Chédid. Voilà. Le fils de Joseph. J'ai oublié en préliminaire de vous demander de pouvoir rajouter un point à l'ordre du jour. Donc, je vais le faire maintenant. Donc ça concerne donc le soutien au projet d'extension de la maison de santé. Alors, est-ce que pour rajouter ce point, est-ce qu'il y a des voix contre, une opposition? Eh bien, je vais prendre tout de suite le sujet. Alors, merci. Donc, alors voilà, la commune a accompagné donc le projet de maison de santé pluriprofessionnelle, qu'on appelle MSP, pardon. Donc, qui a été créé en 2017. Donc, aujourd'hui, elle regroupe sur l'espace Lettra, donc au centre de la ville, 17 professionnels de santé, bien 17, dont 7 médecins généralistes, 6 infirmières libérales, une orthophoniste, 2 psychologues et une psychomotricienne. Donc, la maison de santé, nous on a rencontré très récemment, donc dans le cadre même de la commission d'urbanisme, on a rencontré la coordinatrice de la CPTS, de la communauté professionnelle du territoire de santé, de certains professionnels qui souhaitaient s'intégrer dans cette extension, et puis bien entendu le promoteur qui est Sencoda, qui est le premier promoteur qui a déjà travaillé sur la maison de santé. Donc aujourd'hui, leur projet serait de mener le meilleur partenariat avec les médecins de la structure, qui permettrait l'accueil à nouveau du psychologue spécialisé dans la prise en charge du burn-out, d'une podologue qui est celle qui est actuellement installée à Tilleux, en face de la pharmacie, et puis d'une nouvelle orthophoniste, 2 médecins spécialistes, tels qu'un neurologue, du centre hospitalier de Bourgoin, parce qu'ils viennent déjà faire une fois dans la semaine un accueil, une consultation possible une fois dans la semaine.
Ça serait aussi pour pouvoir faire l'accueil des internes en médecine, hein, qui viennent régulièrement, parce que ça fait partie du projet de santé de la CPTS, donc effectivement d'accueillir des internes pour les préparer, donc bien entendu, leur futur métier. Donc pouvoir augmenter cette possibilité, et puis bien entendu de prévoir, d'envisager également le recrutement d'un médecin généraliste supplémentaire. Voilà. Donc le projet a été présenté, il y a un certain nombre de choses. Alors aujourd'hui, le pourquoi de cette délibération de principe, c'est bien entendu déjà effectivement d'aller dans le sens de cette extension au niveau de la commune, et surtout de mettre, comme c'était fait pour le premier projet, de mettre à disposition le terrain donc sur le tènement de l'Étra, donc qui est la parcelle AR 606, pour une surface de 750 mètres carrés, donc pour pouvoir procéder à cette extension. Voilà. Le choix pour nous, bien entendu, c'est de dire pourquoi une mise à disposition. Je pense que on est sur un cas particulier ici de médecins qui sont des médecins qui n'exercent pas aujourd'hui sur notre territoire. C'est aussi pouvoir augmenter donc la possibilité en tout cas de diversifier le parcours de santé des habitants. Donc c'est aussi cette possibilité-là qui nous est offerte. Le premier projet donc avait effectivement été dans la même démarche, à savoir que la commune avait mis à disposition le terrain pour ce projet. Voilà. Alors, on ne devient pas actionnaire parce que pour nous, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, finalement. Non, on est déjà. On est déjà actionnaire, en apportant, je crois, plus d'un millier d'actions chez Semcoda, mais c'est pas suffisant même pour pouvoir être présent au conseil d'administration. Donc, c'est pas les quelques dizaines d'actions supplémentaires qui nous permettraient de siéger au conseil d'administration. Donc, du coup, avoir des actions supplémentaires, ça ne nous apporterait pas grand-chose. On peut toujours les demander, mais franchement, je ne suis pas sûr que ce serait ça le but du jeu. Voilà, je ne sais pas, est-ce que vous souhaitez qu'on débatte de cette possibilité ou un acte directement? Philippe. Ouais, d'abord, quel chemin parcouru depuis je me rappelle la première fois où on a été dans cette salle et on avec le docteur Fossier et puis ensuite avec tous les docteurs, il n'y en avait pas 40 000 à l'époque, il y en avait 3, quand dans cette salle on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut le faire, voilà, et donc d'en arriver aujourd'hui avec ce nombre de praticiens, je trouve que c'est exceptionnel. En tout cas, moi je le dis toujours à mes collègues quand on en discute, quand ils veulent créer des maisons de santé, on est parti dans le bon sens. Il ne faut pas partir dans l'autre sens. On est parti avec les professionnels, de leurs besoins, et on a mis quelques choses en place par rapport à leurs demandes, et avec eux. Résultat de l'opération, on n'a pas eu de blanc, quoi. Non seulement on n'a pas eu de blanc, mais maintenant, on est obligé obligé d'agrandir, parce que personne à cette époque-là aurait pu imaginer. Je vous rappelle, les déserts médicaux, il y en a beaucoup. Et donc, il y a beaucoup d'endroits où ils font l'inverse, ils créent la structure, et puis après, ils cherchent des praticiens. Et là, c'est beaucoup plus difficile à faire fonctionner. Donc là, moi, je suis vraiment content. Et puis, je me disais que, pourquoi on ferait pas un dossier, parce qu'on donne du terrain qui a une valeur. Donc, on doit valoriser ce terrain-là. Et je pense qu'on devrait pouvoir avoir une subvention de la région. Comme on a eu la première fois. Parce que, on est collectivité, même si c'est pas nous qui réalisons la construction, on met à disposition un terrain qui a une valeur, et je pense qu'on doit pouvoir avoir une subvention sur cette partie-là. Après que la Semcoda demande elle aussi une subvention pour la partie réalisation, mais nous, en tant que collectivité, on fait un apport financier qui me semble à vérifier, mais qui devrait être éligible. Il y a eu à un moment donné, donc effectivement par le biais de l'État, donc par le biais de la préfecture, la possibilité effectivement d'avoir des subventions pour ce type d'équipement. La problématique, c'est qu'il fallait être maître d'œuvre. Donc nous, on n'est pas maître d'œuvre dans ce projet. Les médecins, eux, n'ont pas accès aux subventions de l'État, en tout cas par ce biais-là, ils n'ont pas accès. Donc voilà, peut-être qu'il faut trouver d'autres pistes, si besoin. Peut-être, je n'ai pas pensé à la réunion. Peut-être qu'ils sont en train de nous écouter, d'ailleurs, les médecins, pour savoir si
qui vont pouvoir lancer leur projet rapidement ou pas. Est-ce qu'il y a d'autres marques, d'autres... Ça doublerait les bâtiments, non, à peu près 700 mètres. Non, pas tout à fait. Non, pas tout à fait. C'est plus là actuellement. J'aimerais juste dire qu'il me semble qu'à ce jour, la maison de santé n'est plus en capacité d'accueillir de nouveaux patients, ou alors en grande difficulté, et que l'extension avec l'accueil d'un nouveau généraliste, dans le cadre où on a l'obligation d'accueillir de nouveaux habitants, c'est aussi quelque chose qui est nécessaire pour la population, et que du coup, effectivement, et puis une nouvelle orthophoniste, c'est aussi très nécessaire dans le coin. C'est sûr. Voilà, donc je pense qu'effectivement, il faut aller aussi dans ce sens pour les aider et leur faciliter aussi pour le service qu'on apporte à la population. C'est ça. Moi, c'est mon sentiment aussi qu'on est là pour les accompagner. Donc, le seul moyen qu'on a de les accompagner aujourd'hui, puisque nous, on ne peut pas bénéficier de ces subventions de l'État, puisqu'on n'est pas maître d'œuvre. En tout cas, c'est au moins de participer d'une manière, on va dire, une manière financière quand même, hein, puisque bon, 700 mètres carrés de terrain, aujourd'hui, c'est pas rien, quoi. Donc, voilà, donc c'est une valeur quand même. Donc, je pense que c'est important qu'on puisse aussi ouvrir cette pluralité d'accès à la santé pour nos habitants. Et que eux veuillent développer tout ça, que les en remercier. On a, en tout cas, une CPTS qui est très dynamique, très efficace. Donc, je fais peut-être une juste petite parenthèse. Aujourd'hui, ils ont une difficulté, c'est par rapport au centre de vaccination, puisqu'ils devaient avoir l'espace Pontoise jusqu'au mois de décembre, et finalement, donc, ils ne l'auront plus à partir du 1er septembre. Donc, ils étaient à la recherche d'un local pour pouvoir effectivement continuer ce centre. Alors, nous, sur Tigneux, on n'a pas de local. Donc, j'ai retransféré cette demande auprès du président de la CCBD pour voir s'il y a une commune à côté qui peut. Alors, bon, je sais qu'il y a une demande qui avait été faite auprès de la LISED aussi, donc je ne sais pas où on est aujourd'hui le problème, mais en tout cas, le docteur Val m'a dit qu'ils avaient fermé toutes les créneaux d'inscription à partir du 1er septembre. Donc, s'ils trouvaient une salle rapidement, ils pouvaient réouvrir tout de suite ces créneaux d'inscription. Pour le question technique, on peut, en matière commerciale, on peut faire un bail 30 ans et récupérer le terrain. Est-ce qu'on peut le faire au niveau public? On pourrait le faire, je pense. On pourrait le faire. Par contre, ne l'ayant pas fait sur la première partie, ça me paraît difficile de venir maintenant en disant, ben voilà, on change les conditions, puis on n'a qu'une partie du bâtiment, sachant que le bâtiment, il n'y aura toujours qu'une seule entrée, donc il ne sera pas dissocié de celui. Non, c'est au cas où un jour. C'est au cas où un jour on doit le faire ailleurs pour encore un agrandissement. On y a pensé. Au moins, la commune récupère son bien. J'ai pensé. On peut dire aussi que les professionnels de santé qui sont dans ce projet d'extension-là veulent pas être simplement louer un local, ils veulent l'acheter, donc ils investissent. Ah ben ça oui, tout à fait. Ils investissent, donc ils veulent s'installer sur du très long terme sur la commune. Donc non, mais là c'est juste un souci de récupérer le terrain, parce que si un jour ils s'en vont, ils s'en vont. D'autres remarques? Non. Alors, donc, pour qu'on apporte effectivement notre soutien au projet d'extension de la maison de santé pluriprofessionnelle, de m'autoriser à engager une première démarche administrative et puis surtout que vous sera présenté donc ultérieurement un projet de cession du terrain d'assiette nécessaire à l'opération donc d'extension. Est-ce qu'il y a des voix contre? Des abstentions? Écoutez, je vous remercie pour ça. Donc, on pourra s'ils ne sont pas à l'écoute, on pourra très rapidement leur dire qu'on est d'accord pour les aider dans le projet. Merci. Le point suivant, donc, on va passer, on va entendre les commissions et les syndicats. Qui est-ce qui veut commencer? Pas de commission, pas de syndicat. Lucette. Moi, je suis allée au comité de travail de la CCBD pour la culture. Donc,
On a souligné que les deux festivals, Solstice de Brangue et l'île d'Ancêtre, s'est très bien passé malgré le temps très incertain. Et ce qui a été demandé, c'est surtout de poursuivre ces manifestations, mais aussi faire quelques manifestations hors les murs, voilà, pour un peu couvrir le territoire. En général, donc, il a été aussi demandé de l'aide, surtout pour les petites communes, pour rechercher ou réaliser des spectacles, parce que souvent, ils ne savent pas comment s'y prendre et comment trouver des groupes ou des artistes qui pourraient se produire dans leur commune. Et donc, il a été proposé aussi de faire un espèce d'annuaire où il y aurait une liste des amateurs ou des professionnels du territoire. Voilà. Et puis, il a été beaucoup question aussi de la mutualisation du matériel, ce qui pose énormément de problèmes, évidemment. Donc, pour le prêt du matériel, parce que en fait, une fois qu'il est manipulé par tout le monde, donc là, la question est un peu restée en suspens. Voilà. La prochaine réunion pourrait se passer à Tignes au mois de septembre. Voilà. D'autres commissions, syndicats? Non. Gilbert, si on a la confirmation que la borne pour les voitures électriques, ça va être installé sur le parking qui est juste devant le Carrefour, là, ce Carrefour, juste à côté du poste. Donc, on a validé le principe. Voilà. Il y a eu la réception des travaux des éclairage public, donc la troisième tranche. Et puis enfin, on a reçu deux AMO, deux cahiers des charges pour les vidéoprotections. Et c'est en cours d'analyse et on verra ça, je pense, à la rentrée. Voilà. Les travaux de Beaumoin, c'est... Ah, déjà je t'en ramène les comptes rendus pour vérifier que je me fais un mot. Alors, les travaux de Bourgoin. Donc, on a fait un premier point début juillet. Il y a eu tout un sondage de fait pour vérifier où était le réseau existant et où il fallait faire les travaux, pour bien optimiser la tranchée. Les tuyaux ont été commandés, et donc on attaque par le chemin des Vignons. Ces travaux dureront tout le long du mois de juillet. Alors j'espère qu'on n'aura pas les mêmes intempéries que ces derniers jours, parce que sinon ça va être très compliqué. Il n'y a pour l'instant pas de mauvaise surprise, en tout cas sur leur sondage. Ils ont juste dû commander les bons tuyaux au bon diamètre. On a des réunions hebdomadaires tous les mercredis pour faire le point, donc on a un vrai suivi sur ce chantier et pas d'alerte, on va dire, à ce jour. Voilà. Lorsqu'on a rencontré le TE38 là, pour la réception des travaux d'éclairage public, on a évoqué justement ils sont impliqués dans le chantier de puisque donc comment ils procèdent pour l'assainissement? Ils rajoutent un tuyau par-dessus ou ils changent à mesure? Non, ils le changent. Ils changent à mesure qu'ils avancent le tuyau. D'où la commande du tuyau. Donc le TE38 interviendra aussi, donc il va se caler avec justement l'entreprise, vous voyez, pour pouvoir commencer déjà les travaux normalement sur le cheminement qui va jusqu'au stade, et puis ensuite embrayer à la suite de l'entreprise, vous voyez, sur la rue de Bourgoin. Donc je rappelle, hein, c'est un chantier qui est évalué à 28 semaines, hein, donc il va nous porter, s'il n'y a pas de problématique d'intempéries, qui doit nous porter quasiment jusqu'à pratiquement 11 ans. Hein. À 28 semaines, quand t'es en juillet, ça fait 6 mois. Voilà. Fin de l'année. Bon, c'est toujours, ils ont toujours un delta quand même, c'est important, hein, mais bon, c'est aussi pour prévoir les éventuels moments d'intempéries où ils ne pourraient pas travailler.
D'autres, c'est bon? Comment on parle de climat, j'en profite, parce que c'est important. Il est réglé. Il est déréglé, non. Alors oui, non, en fait, c'est juste pour louer et féliciter les efforts de nos services techniques pour essayer de rattraper les tontes de pelouse qui poussent plus vite que la pluie, parce que, je veux dire, enfin, faut juste se rendre compte qu'il a juste plu déjà à peu près 2 fois ce qu'il pleut en mois de juillet. Donc on est plutôt sur des croissances de l'herbe du printemps, donc les agents passent leur temps à pondre, mais le problème c'est que pour tondre, il faut qu'il pleuve. Comme il pleut tous les jours, on peut pas tondre. Et donc faut bien comprendre que eux ils font en fonction des priorités qu'ils ont sur le terrain et aussi en fonction des besoins des services qui sont sur les terrains. Donc un peu de patience, je demande auprès des citoyens enfin voilà, les arbres poussent effectivement, mais ils tondent, ils font vraiment ce qu'ils peuvent, mais ils le font aussi en fonction des aléas climatiques. Et je pense que tous ceux qui ont des jardins peuvent se rendre compte que tondre sa pelouse en ce moment, c'est juste très très difficile. Voilà. La chaleur arrive. Oui. D'autres non. Dimanche matin. Alors, quelques points d'information, peut-être? Moi, je peux me permettre juste une question. J'aimerais savoir où on est au niveau de la révision du PLU. On sait qu'on l'a acté. Je vais le dire. Ça fait partie des informations que je vais donner. Je vais commencer par celle-ci, d'ailleurs. Hier, en commission, en conseil syndical, à côté de commune, le président nous a annoncé que le préfet l'a averti qu'il y avait la minorité de blocage a été activée au niveau du transfert du PLU, donc il n'y aura pas de transfert du PLU à la communauté de communes. Voilà. Donc bien entendu, moi dans la foulée, j'ai mandaté le directeur des services techniques pour effectivement commencer à travailler sur bien sûr le cahier des charges et donc la mise en retrouver un bureau d'études qui permettra de travailler sur cette révision du PLU. Donc là, maintenant, on va être très tenu par les délais, donc il ne faut pas qu'on perde de temps. Donc voilà, donc c'est prévu. Donc maintenant qu'on a l'information officielle, on va pouvoir travailler de notre côté de manière efficace. Pour rester un peu sur l'urbanisme, vous savez que sur le projet qu'on appelle Cœur de Village, sur la friche industrielle, une déclaration d'utilité publique avait été lancée auprès du préfet. Donc le préfet a validé cette déclaration d'utilité publique. Donc aujourd'hui, les propriétaires entre-temps avaient un petit peu anticipé cette décision du préfet. Donc les ventes sont en train de se faire auprès ces deux propriétaires qui restaient, qui étaient dont un qui était un petit peu compliqué. Donc là, c'est en train de se faire, donc c'est en cours. Je crois qu'il y a une signature la semaine prochaine d'un terrain avec Epora. Je rappelle que c'est Epora qui est mandaté sur ce lieu pour le rachat des terrains. Alors par contre, on est confronté, puisque aujourd'hui il y a toujours l'entreprise Technitol qui est dans les locaux, qui est dans ces locaux sans droit ni titre. Donc aujourd'hui, Epora a mis un petit peu les choses au point. Donc on les a rencontrés, on a rencontré le directeur, le chef d'entreprise il y a déjà quelques temps. Donc on a expliqué la situation. Technitol devra avoir vidé les lieux pour le mois de décembre. Parce que les travaux de 3D, dépollution, désamiantage et des émissions sont prévus par Epora à partir de janvier 2022. Voilà. Donc ça avance aussi sur ce sujet. Il va rester à nous de travailler en parallèle sur la partie ce qu'on veut faire de ce lieu, même si aujourd'hui il y a un projet il y a un permis qui est déposé, mais on peut déposer un permis sur n'importe quel terrain. Il n'y a pas ça augure pas un accord d'emblée de la commune. Donc on va sans doute retravailler ce point-là. On n'y fera pas un parc, je pense, parce qu'à ce prix-là, ça va coûter très cher quand même. Et on a quand même sur le terrain, on doit avoir à peu près, que je ne dise pas de bêtises, on a à peu près du tellement pour pratiquement 1,8 million. Donc
Alors, on a déjà 2,4 millions à racheter on est en train de racheter sur les brosses en face du collège. Donc là, rajouter 1,8 million, ça serait un peu compliqué. Voilà. Donc, il faut qu'on puisse mener un projet dans les temps de la convention pour pouvoir que ces terrains soient revendus directement aux promoteurs. Mais il faut qu'on puisse définir notre projet avant. Sur l'OAP mairie, donc même chose, donc les choses avancent. La boucherie, donc le tellement qui correspond, se trouve la boucherie, est racheté aussi par Epora. Donc là, ça avance aussi. Moi, j'ai demandé à Epora de nous faire une étude flash sur cette OAP. Donc l'étude flash, c'est tout simplement Epora qui mandate un bureau d'études indépendant qui va travailler en un mois, qui fait une prospective sur différents points. Et ces différents points, donc on a une restitution qui sera faite fin juillet. Donc voilà, donc ça avance aussi. Ça va nous permettra d'avoir, en tout cas, eux font cette étude dans le but de nous apporter des éléments qui vont nous permettre d'engager des discussions avec les éventuels investisseurs. Voilà. On aura des éléments probants, avec des chiffres, qui vont nous permettre d'engager des discussions, on va dire, tenables. Dans cette étude flash sera pris en compte aussi la requalification, enfin en tout cas la délocalisation, ça je trouve le mot, délocalisation des services techniques, bien entendu. Le problème des intempéries, je crois que tu l'as évoqué, Nicolas, donc petit rappel quand même, c'est pas négligeable parce que c'est vrai que lorsqu'on est avec les eaux pluviales, je rappelle que la commune est toujours compétence au niveau de l'eau pluviale, par contre plus au niveau des eaux usées, de l'assainissement, et que si on a des problèmes d'assainissement, c'est bien la régie des eaux qu'il faut contacter pour ces problèmes-là. Enfin, on le fait, si on est interpellé, bien entendu, on renvoie l'information sur la régie des eaux. Mais nous, en tout cas, on ne pourra plus intervenir directement sur les réseaux d'assainissement. Mais je refais ma tirade de tout à l'heure. Elle est compétente quand les propriétaires de la voirie où sont évacués les eaux pluviales. Quand la voirie, elle est pas elle, c'est difficile d'entretenir un réseau. Oui, tout à fait. Voilà, c'est juste ça. Donc je suis d'accord, ça passe sur une fin. Pour revenir à Place Dauphiné, c'est souvent inondé en ce moment. Ça l'est depuis 2 ans maintenant, de manière récurrente, dès qu'il y a des pluies assez fortes. Mais cette voirie n'est pas propriété de la commune. Donc c'est très difficile d'entretenir des voiries qu'on n'a pas propriétaire. Donc on devrait pouvoir avoir un rendez-vous avec la directrice du site pour évoquer ce problème. Même si on l'a déjà évoqué avec elle une première fois en disant que les puits perdus, il faut les curer de temps en temps, même régulièrement. Qui apparemment n'a pas été fait depuis 10 ans. En tout cas, pas très bien fait. Donc l'inondation très importante qui a eu lieu au mois de juin, je crois. Le réassainissement est venu, mais il a juste fait du vidage, il n'a pas fait du curage. Donc voilà. Donc on va retravailler ce sujet avec. C'est un sujet délicat parce que c'est un contentieux qui dure depuis 10 ans quasiment avec le PDG de Place de Dauphiné. Donc je pense que c'est pas fini. On va essayer de trouver quand même des terrains d'entente pour que tout le monde y trouve son compte. Voilà. Ce serait le plus simple. Mais ça risque d'être un peu compliqué. Alors je rappelle aussi, toujours en restant sur l'intempérie, mais je crois que Nicolas l'a expliqué, en fait le marais aujourd'hui il est à son niveau plus que haut. C'est ça. Donc voilà, donc il faut aussi penser que il y a tout un tas de quartiers de Tigneux qui vont être impactés forcément par le fait que la nappe va remonter très haut, même au-dessus, peut-être au-dessus du sol à certains endroits. Donc ça risque d'apporter effectivement des complications dans certains jardins ou certaines maisons qui ont été faites de plein pied et qui hélas risquent d'avoir un niveau d'eau à éliminer. Alors bien entendu,
parle pas de l'aspect moustique, parce que là, je pense que d'ici quelques jours, on va les revoir. On a été un peu épargnés pendant quelques semaines, là, où il faisait un peu plus froid. Mais j'ai peur que... Donc pensez à suivre les consignes qui ont été données. Hein. On va pas refaire le débat qui a déjà été fait. Mais en tout cas, bon, faites en sorte que les conditions déjà soient les moins propices à la manifestation de ces bestioles. Concernant le Covid-19, donc Covid-19, on est dans l'attente de ce que effectivement la loi qui nous a été annoncée soit présentée. Hein. Donc je crois qu'il y a des délais qui sont un petit peu assez rapides, hein, puisque normalement il fallait attendre l'avis du Conseil d'État donc sur le texte déjà, alors la présentation au Conseil des ministres, puis débat parlementaire qui débuterait normalement mardi prochain. Et puis en séance publique dès mercredi. Voilà. Donc normalement, on devrait avoir une publication de la loi début août. Voilà. Normalement, si tout se passe normalement, ça devrait être ça. Bon, est-ce que les annonces qui ont été faites vont être celles qui seront retenues par la loi? Ça, on verra. On a évoqué quand même quelques petites choses un peu compliquées, en particulier avec les enfants. Aujourd'hui, même si les enfants se faisaient vacciner aujourd'hui, le pass sanitaire, il n'aurait pas avant début septembre, et on entend qu'aujourd'hui, les délais sont sérieusement grimpés, donc... Ils ont déjà repoussé un peu les 12-17, ça sera au 1er septembre, le pass sanitaire. Pardon, ce sera au 1er septembre, le pass sanitaire pour les 12-17. Non, au lieu de... C'est début août, normalement. Ça veut dire pour faire 30 jours. Après, oui, c'est forcément, c'était les derniers à être concernés par la fête de vaccination. C'est pas vrai, ça. Arrête de regarder. Et dès que je le touche. Regarde là. Voilà, moi j'ai fait à peu près le tour des informations. J'ai fait un petit tour calendrier, si vous voulez, à moins qu'il y ait d'autres choses que vous souhaitiez évoquer. Pas d'autres points. Eh bien, écoutez, on va faire un tour du calendrier rapidement, ça va être vite fait. C'est les vacances que tu annonces. Voilà, non, si ce n'est que mardi, il y a quand même une commission d'urbanisme. Lundi, il y a bureau municipal. Moi, je ne serai pas présent, vraisemblablement, parce que je pars le lendemain. Donc je verrai s'il pleut, je viendrai peut-être même. Il est voir maintenant de sa pousse. Il fait bon lundi. C'est sur la Donc après, bureau municipal le 26, je pense qu'il ne viendra pas. Non, pas le 26. Donc moi le 29 j'ai 2 réunions avec Epora, hein. Une première sur l'étude flash, sur la restitution d'études flash, et ensuite une deuxième réunion avec le propriétaire de Technitol et Epora. Vendredi 30 on a un rendez-vous avec SDH qui est le nouveau propriétaire du tellement sur la plaine, donc les logements sociaux qui étaient ex-Aliad. Donc c'est une première prise de contact. Pas de bureau municipal le lundi 2 août. Je crois qu'il n'y a pas de commission d'urbanisme le 3. Si, elle est gardée. Oui, parce que normalement je dois être là. Oui. Je dois être là le 3 août. Je dois être là. Pas de bureau municipal le 9 août parce que je ne serai pas là par contre. Je vais dire que le prochain bureau municipal devrait être... Alors le 16, c'est pareil, je ne suis pas certain d'être là non plus. On le fera après. On va refuser le prochain bureau municipal au 23. Ouais. Je penserai à 23 août. Et puis, donc après, est-ce qu'il y a des choses importantes? Le prochain conseil municipal donc, devrait avoir lieu le vendredi 17. J'ai failli payer. Oui, le vendredi 17 septembre. Ah oui, le vendredi 17 septembre. 17. Je suis en train de voir que j'ai une invitation pour Villers-Danton.
les chroniques millétoises. À 18h ou à 19h? 19h normalement. Alors, au début, on avait mis 24, mais bon, je me rappelle que le 24, il y avait sans doute le spectacle, donc, enfin le concert, donc, du coup, on va éviter. Voilà, s'il n'y a pas d'autres points, il est 19h32. Donc je lève la séance. Je vous souhaite à tous bonnes vacances. Profitez de toutes les largesses qui vous sont offertes pour l'instant. Attention, il y a à partir de mercredi, profitez. On le passe.